Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le ministre de l'Intérieur en charge notamment de la lutte contre la menace terroriste. Avec l'intensification du conflit entre Israël et l'Iran, est-ce que cette menace sur notre sol est encore plus importante? Comment l'évaluez-vous? Il y a deux menaces. Il y a la menace qui peut être réveillée par les événements entre Israël et puis l'Iran qui est liée à la mouvance islamiste endogène, non pas exogène, c'est-à-dire notamment des jeunes qui se radicalisent avec les événements sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une menace qu'on ne néglige pas. La DGSI est chargée de la surveiller tout particulièrement. Il y a une autre menace qui n'est pas constituée. La communauté des Iraniens en France, c'est 62 000 personnes. Mais sachez bien qu'elle ne constitue pas une menace en elle-même, puisque ce sont des Iraniens qui ont fui le régime, qui sont donc des opposants. En revanche, le régime des ayatollahs, des mollahs, a tenté, sur le sol français, de commettre des attentats qui ont été déjoués, je pense d'ailleurs, très précisément à un attentat en 2018, qui avait été déjoué contre des opposants d'ailleurs iraniens. Donc on est très très vigilants. J'ai fait une réunion vendredi soir avec toutes nos forces, y compris d'ailleurs les services de renseignement français, pour qu'on se mette tous au niveau de la menace et que notamment pour le week-end qui vient, puisqu'on a la fête de la musique, on a un certain nombre de grands événements, de grands concerts à Paris mais aussi en France, on puisse avoir la meilleure protection possible en termes de sécurité pour les Français. La crainte, ce serait donc, Bruno Retailleau, des attaques ciblées. Il est vrai que par le passé, nos services de renseignement avaient alerté sur des attentats, même des assassinats ciblés sur des personnalités iraniennes exilées ou juives ou israéliennes. Je pense notamment à une personnalité française en 2021 dont je ne peux pas dire le nom. C'est le régime, encore une fois, iranien qui était derrière. Ils utilisent des proxys, c'est-à-dire des hommes de main, en réalité, qui peuvent être liés simplement au grand banditisme qu'ils payent. Et ces individus, souvent liés au narcotrafic, ne savent même pas d'ailleurs que les ordres viennent du régime iranien. C'est leur façon d'opérer sur le sol français. Donc on est très très vigilants, nos services les suivent, il y a quelques dizaines d'individus que nous suivons tout particulièrement, donc nous sommes mobilisés. Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur la ligne de front, les frappes se sont encore intensifiées cette nuit. Donald Trump veut une capitulation sans condition. Nous sommes sans doute à un tournant dans ce conflit avec possiblement une intervention directe américaine. Le président français réunira tout à l'heure un conseil de défense et de sécurité. Emmanuel Macron qui affirme de son côté que ce n'est pas avec la force, que ce n'est pas avec les bombes qu'on change un régime, sinon c'est le chaos. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le chaos avec ces ayatollahs et ces mollahs C'est clair que 1979 est une date qu'il faut retenir dans l'ordre du monde, puisqu'il y a non seulement les événements en Afghanistan, mais il y a la prise de pouvoir de la révolution iranienne, à l'époque applaudie aussi par les communistes iraniens qui ont été ensuite éradiqués. Et ce régime a causé énormément de mal. Je pense qu'Israël est dans son bon droit. Et Israël doit pouvoir se défendre. Je dis simplement, et je rappelle à ceux qui n'ont pas de mémoire ou qui veulent oublier à tout prix que l'ayatollah Khamenei a déclaré, je crois que c'était dans les années 2000, qu'Israël était une tumeur cancéreuse. Et un peu plus tard, il a réindiqué que dans 25 ans, Israël n'existerait plus. Donc, l'Iran constitue, ce régime terroriste, théocratique, constitue une menace existentielle pour Israël. Et je pense du reste, et je pense que si nous étions à la place d'Israël, j'imagine que nous aurions le courage aussi de faire ce que Israël est en train de faire. Donc Israël, monsieur le ministre, fait pour reprendre l'expression du chancelier allemand, le sale boulot pour tout le monde? En tout cas pour lui-même, pour tout le monde, je ne le sais pas, pour lui-même certainement. Il y a une autre question sur laquelle je suis plus mesuré, c'est change-t-on de régime, si j'ose dire, à coup de bombe? Ça c'est un souci, parce que l'histoire récente, on l'a vu notamment en Afghanistan, on l'a vu aussi en Iran, ça n'a pas été très concluant. En Irak, et ça n'a pas été très concluant. Donc il faut être prudent sur ce point-là. Je comprends d'ailleurs la réserve du chef de l'État sur cette question-là. Mais franchement, il y a le droit d'Israël de se défendre parce que pour lui, c'est une question existentielle. Imaginez-vous que ce régime théocratique qui maltraite sa population, demain ait l'arme nucléaire. Ce serait catastrophique. Votre parole est claire ce matin. Vous dites qu'Israël a le droit de se défendre. Mais quelle est la position de la France? Parce qu'elle est incarnée par Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes capable de définir vraiment, Bruno Retailleau, la position, la ligne d'Emmanuel Macron qui parle indistinctement de cessez-le-feu à Gaza, de cessez-le-feu dans ce conflit Israël-Iran et qui se fait tacler, pardonnez-moi le mot, mais c'est ainsi, par le président américain affirmant qu'il a toujours tort?
La ligne du président de la République pour le conflit israélo-iranien, me semble-t-il, elle est très claire. Il s'est exprimé, il a même envisagé d'ailleurs que s'il le fallait, la France pourrait donner un coup de main. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il parle d'un cessez-le-feu. Hein. Il parle d'un Les cessez-le-feu, Américains parlent d'une sans doute. capitulation sans condition. Alors, pour ce qui concerne Donald Trump, pardonnez-moi, si quelqu'un s'est trompé vis-à-vis de l'Iran, c'est bien Donald Trump. Vous savez qu'il y a un traité de Vienne, traité GPCOA pour ceux qui sont les spécialistes, qui visait justement à dénucléariser, à faire en sorte d'obtenir un accord volontaire donc avec l'Iran pour finalement qu'il arrête d'enrichir. Trump en est sorti parce qu'il estime que l'Iran jamais n'allait vers oui, mais il en est sorti. Dénucléarisation. Oui, mais parfait. Il y a eu une faiblesse. Il y a eu une faiblesse. Et il s'est trompé. Pardon de le dire. C'est très clair. Je pense que là, il y a eu une première faute. Dans le reste de l'actualité, Bruno Retailleau, l'influenceur algérien Doualem a été libéré après la durée légale de 90 jours de rétention. Cet influenceur, je le rappelle, qui avait envenimé les relations entre Paris et Alger, il avait appelé à la violence. Il est donc sorti libre. Il va être assigné à résidence. Il est en situation irrégulière. Impossible à expulser ce matin. Ceux qui nous écoutent, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils se disent, monsieur le ministre? Que c'est votre échec? Que l'on marche sur la tête. Mais que l'on marche sur la tête. Attendez. Moi, d'abord, bientôt, dans quelques jours, la semaine prochaine, en commission des lois, un texte que j'avais poussé au Sénat va, j'espère, être adopté, qui va passer de 90 jours à 210 jours la rétention pour les individus les plus dangereux. Ensuite, cet échec-là, c'est l'échec notamment vis-à-vis de la réadmission en Algérie. Je suis très prudent aujourd'hui. Parce que vous savez que le jugement qui va concerner Boualem Sansal, grand écrivain que je soutiens depuis le début, depuis des mois, emprisonné injustement, devrait tomber à la fin de ce mois et on verra s'il y a une libération ou non. Je tiens ma langue. C'est la première fois que vous le dites ainsi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir là des tractations qui peuvent aboutir à un résultat. Non, mais on sait très bien qu'il y a un jugement qui devrait intervenir la semaine du 24 juin et on verra si, avant la fête nationale, le régime algérien le libère ou pas. Ensuite, on en tirera. M. Sansal est dans les jaunes algériennes, mais mais Doualem est assigné à résidence. Exactement. Donc là, c'est la capacité de la France pour faire appliquer l'accord de 94 avec l'Algérie. Vous savez ce que j'en pense. Je me suis exprimé. J'attends 15 jours. Et puis ensuite, je retrouverai ma liberté de parole de ce point de vue-là. J'entends. Et on va être prudent, évidemment, sur le sort de Boualem Sansal. Mais est-ce que oui, parce que c'est quand même la vie d'un homme, d'un grand écrivain. Et j'ai souvent dit ici et ailleurs que nous étions une patrie littéraire. Voilà, que cet aspect, cette langue que nous partageons, ce rayonnement que Boualem Sansal nous fait obtenir par ses écrits est important pour nous. Mais nous sommes aussi une patrie sur laquelle on s'essuie les pieds. Est-ce que ce n'était pas prédit, Bruno Retailleau, que ça se terminerait ainsi? Doualem a été aidé par des associations financées par l'État pendant sa rétention. Les avocats sont payés par l'aide juridictionnelle. Et en réalité, on a respecté tout. Enfin, on a respecté l'état de droit. Bien sûr, mais ça, c'est la grande question. Avec une personne en situation irrégulière, dehors. Je le dis souvent, pour un certain nombre d'individus qui s'étaient émus lorsque j'ai dit que l'état de droit n'était pas intangible, sacré, tout simplement parce que je pense qu'on doit pouvoir changer la règle de droit quand la règle de droit ne protège pas les Français. Mais pour cela, notamment à gauche, mais dans la bien-pensance, l'état de droit n'est plus un cadre juridique pour eux, c'est un cadre idéologique. Ils cachent leur progressisme dans ce cadre-là qui nous présente comme des règles, etc. Tout le monde est pour l'état de droit. S'il s'agit de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, de la hiérarchie de normes, bien sûr que nous sommes attachés à ces règles-là. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a des jurisprudences, il y a des juges qui s'échappent des écrits, des traités, etc., qui interprètent le droit selon leur bon vouloir. Et parfois, sur des lignes idéologiques. C'est la raison pour laquelle, sur un certain nombre de questions, notamment sur l'immigration, là, cette question se rapporte à l'immigration, il faudra changer la Constitution française pour qu'il y ait un recours au référendum des Français. C'est ça qui changera la donne. Vous êtes toujours pour dire que la primauté du droit national doit justement supplanter le droit européen, sinon on ne peut rien faire. Je pense qu'il faut changer les deux. Je pense qu'il faut changer la Constitution pour le référendum, puisqu'à ce moment-là, le référendum, le résultat s'impose notamment à notre Cour suprême, au Conseil constitutionnel. Mais je m'attache tout de suite, parce qu'on n'a pas la majorité des 3/5, on n'a même pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc on n'a pas la majorité renforcée pour modifier la Constitution. En revanche, sur l'Europe, on va obtenir, je pense, un grand succès, la directive retour
va être modifiée. La directive de retour, c'est le pire de tout. En matière d'immigration, ça nous empêche en fait de maîtriser nos frontières et de maîtriser justement l'immigration clandestine. Il y a déjà un règlement retour qui est sur la table. J'étais avec mes collègues vendredi dernier au Luxembourg pour un Conseil européen et on se met d'accord pour durcir jusqu'où on le pourra justement ces règles-là. Voilà pour la directive retour. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron a salué les 40 ans de Schengen, de l'accord Schengen, en saluant un espace de liberté et de sécurité. De sécurité aujourd'hui, Schengen. Vous partagez cet avis? Non, la faute originelle de l'Europe. Schengen est conçu dans les années 80. Oui. Ce sont des années où une Europe qui est en train de naître et qui voit un horizon indépassable dans l'effacement des frontières. Or, Schengen, pour que ça puisse bien fonctionner, c'est l'effacement des frontières intérieures, mais il aurait fallu que les frontières extérieures résistent. Ce sera le cas, j'espère, avec le futur pacte migration-asile. On est en train d'en discuter. En revanche, la répartition des migrants. En revanche, j'ai envoyé à la Commission européenne la 25e demande, précisément, de retour de contrôle aux frontières. Depuis 2015, on voit bien que Schengen a été mis à mal, puisque le terrorisme les États ont reconstitué. Regardez l'Allemagne il y a quelques semaines. Vous vous souvenez de ce que vous disiez? Non. Schengen est mort. En 2015, bien sûr. En 2015, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et je ne renie absolument rien. C'est le déferlement d'une vague migratoire, notamment en Allemagne. Et vous avez Angela Merkel qui se trompe absolument, qui dit on va en accueillir 1 million, on y arrivera. Voilà. Et on a su après ce que ça allait causer, notamment l'AfD. L'extrême droite allemande a bénéficié de ce kérosène. On accueille un demi-million par an. Et en 2015, oui, absolument. C'est pour ça que je m'échine. On est à peu près dans le même contexte. Alors. Oui, mais je vous dirais que j'ai des résultats. Mais simplement, en 2015, on a les attentats terroristes. Et c'est en 2015 que même François Hollande se résout à réintroduire le contrôle interne aux frontières. Donc vous voyez, j'avais oublié cette phrase, mais finalement, je la trouvais assez pertinente. Justement, très concrètement, sur le front de la lutte contre l'immigration illégale, vous avez donné, Bruno Retailleau, des consignes au préfet là, pour intensifier les contrôles, notamment dans les trains, les bus vers d'autres villes, dans les gares. Comment ça se traduit concrètement, ces contrôles? C'est une mobilisation sur plusieurs jours des forces de l'ordre? Le contrôle que j'ai réintroduit de façon beaucoup plus serrée qu'avant, c'est ma circulaire du 25 novembre dernier. C'est le contrôle aux frontières avec une force frontière. Contrairement à d'autres pays, nous ne disposons pas de garde-frontières, d'un corps unifié de garde-frontières. Donc on a fait une force frontière avec des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires, les forces sentinelles. Et là, on garde la frontière et la bande des 20 km. Mais là, ce que je veux faire, ce qu'on a commencé à faire avec les bus en mois de mai dernier, là c'est avec les gares, dans ces 48 heures, on va mobiliser 4000 gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. Ce que nous voulons signifier, ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, de la façon la plus ferme et la plus définitive. Un pays, c'est des frontières, c'est-à-dire un dedans et un dehors. Vous les interpellez après ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, ensuite, pour les expulser. Beaucoup plus facile que lorsque les individus échappent à notre contrôle grâce à la directive retour qui leur donne, figurez-vous, un délai de départ volontaire. C'est ça que je cherche et que je vais modifier avec mes collègues européens. Donc ça, c'est dans C'est dans les tuyaux. La Commission a mis sur la table ce règlement, un projet, le 11 mars dernier. Dans la lutte contre l'insécurité, Bruno Retailleau, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. On a appris hier que la surveillante Mélanie, poignardée dans une école à Nogent, va être décorée d'une Légion d'honneur posthume. C'est important, si je puis dire symboliquement, mais pour son fils, c'est important parce qu'il va être aussi pupille de la nation. On enterre nos victimes, on dit aux familles plus jamais ça. C'est une question difficile, mais quels sont vos résultats sur ce plan-là, au-delà de la seule politique compassionnelle? Est-ce qu'on peut vraiment dire les yeux dans les yeux aujourd'hui, plus jamais ça, avec autant d'attaques au couteau dans notre pays? Non, regardez dans la journée d'hier, un gamin de 7 ans qui voulait planter un couteau dans le thorax d'un autre de 8 ans, un autre de 11 ans, une gamine de 13 ans retrouvée avec un couteau. Je pense que nous, notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est d'abord de qualifier ces événements. Je les ai qualifiés.
Non pas comment dirais-je, de faits divers, mais de faits de société. Ensuite, j'ai indiqué que la réponse sécuritaire, contrairement au président de la République, hein, parce qu'il vous vise, hein, c'est vous qui brainwashez, donc avec... Oui, en tout cas, ma responsabilité, c'est de nommer les choses. Quand on a une succession de ces 600 faits divers, ça n'est plus des faits divers, ça n'est pas la fatalité, parce que accepter que ce soit des faits divers, c'est accepter la fatalité. C'est le propre d'un fait divers, c'est imprévisible et on n'y peut rien. Non, on y peut quelque chose. Simplement, la réponse sécuritaire, c'est pas suffisant. Regardez ce qui s'est passé là. Il y avait des gendarmes qui étaient présents et ça n'a pas, malheureusement, empêché le meurtre. La réponse, elle doit être pénale. Il faut abroger le plus vite possible la loi Belloubet qui interdit les courtes peines de prison. Il faut redonner du sens à la sanction. Il faut avoir un droit pénal favorable à la victime plutôt que favorable à l'auteur. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, j'assume de dire qu'on doit changer profondément les choses, mais ça mettra des années, parce que notre société laxiste qui a effacé, avec des idées 68ardes, tous les repères, les notions de respect, de hiérarchie, de discipline, c'est ça qu'il va falloir relever. Quoi, Monsieur le ministre, je vais vous montrer par exemple la une de Valeurs Actuelles, où Éric Zemmour, lui, pense que déjà, nous sommes en guerre civile sur notre sol. La guerre civile a déjà commencé, a-t-il dit, barbarie et effondrement. Il brise, dit-il, le déni français. Écoutez, je ne mâche jamais mes mots. J'adopte toujours un langage qui colle à la réalité. Mais justement parce qu'il faut coller à la réalité, je pense que, et j'alerte suffisamment sur la dangerosité de la situation pour ne pas non plus céder à la tentation de l'exagération. La guerre civile, c'est la Syrie. La guerre civile, ça a été le Liban. La guerre civile, ça a été l'Espagne. En revanche, ce que je retiens, quand Gérard Collomb, lorsqu'il démissionne du ministère de l'Intérieur et qu'il nous met en garde en disant « Attention, on vit aujourd'hui côte à côte et demain ça pourrait être face à face », eh bien c'est ça, c'est le communautarisme, c'est le séparatisme, c'est l'entrisme que j'entends combattre de la façon la plus ferme. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Moi, je ne suis pas un fataliste. Je suis un homme politique et donc c'est l'action qui m'intéresse. Il n'y a pas de fatalisme, vous avez dit. Vous avez parlé de séparatisme. Je voudrais vous faire évoquer un autre séparatisme qui est social. C'est ce qui s'est passé avec la suppression des ZFE, les fameuses zones à faible émission, qui sont en réalité, monsieur le ministre, des zones à grande exclusion. Mais plus largement, aujourd'hui, est-ce que le président de la République est encore écouté ? Ces députés ont voté contre. D'ailleurs, comme ils ont voté contre, ils n'ont pas suivi la consigne de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Aujourd'hui, la question vous est souvent posée. Mais je vous la pose directement. Que faites-vous encore dans un gouvernement où, en partie, les consignes ne sont même plus suivies au Parlement ? Écoutez, qu'est-ce que je fais dans un gouvernement ? Nous y sommes rentrés, je voudrais vous le dire, parce que nous avons fait barrage à la gauche mélenchonisée. Il fallait éviter ça pour la France. On voit bien ce que c'est, on voit bien d'ailleurs la complicité qu'il montre avec l'Iran. C'est extraordinaire. Bientôt, vous verrez dans les meetings, LFI, un grand portrait de l'Ayatollah Khamenei. On en est là, vous vous rendez compte. Donc il fallait éviter cela. Aujourd'hui, moi, le sens de mon engagement politique, on peut croire ou ne pas, mais c'est sincère ce que je dis. Moi, je conçois la politique comme une action au service d'un idéal. L'idéal, pour moi, c'est la France. C'est les intérêts fondamentaux de la nation et j'ai des résultats. C'est pour ça que je reste. Les résultats, c'est par exemple en matière migratoire, alors que tout joue contre moi. Nous n'avons pas de majorité au Parlement. Et pour autant, les régularisations, moins 24%. Regardez les naturalisations, moins 14%. Les expulsions, plus 14%. En matière, par exemple, de victimes, la baisse des cambriolages avec violence dans les transports, etc., ça représente 15 000 victimes en moins qui auraient pu être victimes si on n'avait pas eu cette baisse-là. On est loin d'un sentiment d'insécurité. Les Français sont-ils... est-ce qu'ils peuvent être sensibles à un tel discours ? Sonia Mabrouk, je ne m'en contente pas. Simplement, ce qui m'horripile, c'est de dire qu'on n'a pas de résultats. On a des résultats. Ils ne sont pas suffisants. Vous l'entendez matin, midi et soir, le Rassemblement national, notamment. Alors ça, je suis leur obsession. Je suis leur obsession. Mais c'est bon signe. Vous savez pourquoi je suis leur obsession ? Je l'ai vu d'ailleurs. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Vous êtes le ministre des effets d'annonce pour eux ? Non, parce que le RN parce qu'ils savent que j'ai... une popularité en trompe-l'œil. Parce que, bien sûr, c'est sans doute un problème de popularité. Parce que même dans l'électorat, leur électorat, beaucoup de Français qui ont beaucoup de bon sens, eux, ils voient bien que les slogans, c'est trop simple. Les vidéos parfaites qu'on poste sur TikTok, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est plus dure. La réalité, elle est plus complexe. Moi, je suis aux prises de la réalité. Alors, il y a une asymétrie. Vous parlez à leurs électeurs. C'est la France des honnêtes gens aussi, les électeurs du RN. Bien sûr, c'était nos anciens électeurs d'ailleurs.
tout comme les électeurs d'Emmanuel Macron. Je m'adresse à eux tous. Simplement, ce que je veux dire, c'est que non, la réalité est beaucoup plus brutale. Mais je suis dans une situation asymétrique, voyez. Moi, je ne peux pas difficilement attaquer le bilan du Rassemblement national pour une raison simple, c'est que depuis 52 ans, ils n'en ont aucun. Et ils ne sont pas au pouvoir, hein, monsieur le ministre. Oui, mais enfin, bien sûr, sauf que tout est simple pour eux. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Croyez-moi, les Français, y compris leurs électeurs, le comprennent parfaitement. Parfaitement. Parlons de cette France des honnêtes gens. Vous préparez une grande campagne d'affichage. Est-ce que ce sera, on va la découvrir, je vais la décrire aussi pour nos auditeurs d'Europe 1, où on y voit, je veux dire, des Français de tous les jours, du quotidien, qu'ils soient pompiers, sapeurs-pompiers, qu'ils soient infirmiers, en réalité toutes les classes sociales, qu'ils soient cuisiniers ou d'autres. On les voit en situation, la police évidemment également. Pour vous, que signifie une telle campagne? Quel message voulez-vous envoyer, Bruno Retailleau? C'est un message important et qui prend toute son importance aujourd'hui. Nous sommes le 18 juin avec l'appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers. Il avait dit un jour qu'il faut faire la politique de la majorité nationale. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques français ont fait la politique des minorités. Voilà, moi je veux m'adresser à la majorité. Cette majorité pour moi, c'est précisément la France des honnêtes gens. C'est ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Je veux que nous puissions créer un plafonnement, une allocation sociale unique pour qu'il y ait une différence entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Ces gens-là, ces honnêtes gens, ils élèvent durement parfois leurs enfants. Ils en ont marre de voir des familles qui touchent des allocations familiales et qui laissent des gamins de 11 ans, de 12 ans traîner dans les rues après minuit le soir. Là aussi, il faut responsabiliser les parents et diminuer ou même arrêter les allocations familiales. Ce sont ces honnêtes gens. C'est aussi des étrangers, vous voyez. Ce sont des étrangers qui sont venus parfaitement légalement Ce sont tous chez les nous. Français d'où qui viennent. Exactement, qui se sont parfaitement intégrés, et j'ose dire le mot assimilés, et qui en ont marre de voir des clandestins qui viennent et qui vont bénéficier d'une sécurité sociale de la clandestinité avec l'AME. Ils en ont marre. Et ils vivent aujourd'hui cela comme une sorte d'injustice et même d'humiliation. Et moi, je pense que voici venir le temps des honnêtes gens et je veux y mettre un terme. Voilà. Et je crois qu'on peut rassembler très large, vous voyez, en s'adressant à toutes les Françaises et à tous les Français. C'est en tous les cas votre souhait, votre vœu en vue déjà de 2027. On entend cette action. Lui aussi se réclame, on va conclure par cette question, Bruno Retailleau, lui aussi se réclame du général de Gaulle. Nicolas Sarkozy, lui aussi a occupé, comme vous, le ministère de l'Intérieur. Qu'avez-vous pensé de son exclusion, de l'exclusion de Nicolas Sarkozy des ordres nationaux et donc la perte de sa Légion d'honneur après sa condamnation? Ce qui a valu cette Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, c'est un acte de courage que peu auraient pu avoir dans les mêmes circonstances. Il était maire de Neuilly lorsqu'il y avait cet individu, Human Bomb, qui prend en otage toute une classe de jeunes enfants. C'est ce courage qui lui a valu la Légion d'honneur. Il l'a vraiment obtenu après cet acte-là. Il l'a obtenu, en tout cas c'est un acte qui a marqué. Le remettent en cause. Et cet acte, personne ne le lui retirera. C'est sa vraie Légion d'honneur? C'est ça, dit hier Rachida Dati ici. Et vous savez, au-delà des décorations, c'est le courage qui manque le plus aujourd'hui et c'est le courage qui marque le plus aussi. Bien, il en a beaucoup. Je sais qu'il en a beaucoup. Ça vaut pour lui, mais j'imagine que quand on parle des autres, on parle un peu de soi aussi. Ça n'est pas à moi de le dire, en tout cas. C'est un homme courageux. Je le lui dis avec l'affection que j'ai pour lui. Merci Bruno Retailleau. C'était votre grande interview. Je vous dis bonne journée. À bientôt. Merci Sonia Mabrouk.